passer la parole à... Ouais, tu vas parler de deux problèmes sur lesquels on reviendra, donc les ressources humaines et le turnover dans les entreprises. Mais je t'en prie, Demba. Bonjour à tous et à toutes. C'est évidemment un honneur doublé d'un plaisir que de me retrouver ici devant vous pour parler de ce sujet d'entreprendre en Afrique. C'est beaucoup d'embûches, mais c'est aussi, je pense, l'entrepreneuriat comme partout dans le monde. Il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. On aura l'occasion de revenir là-dessus sur les difficultés qu'on a pu rencontrer, mais aussi les plaisirs qu'on a eu. Donc, pour me présenter rapidement, je suis, comme vous l'avez entendu, Demba Damele. Danapay est une fintech. Donc, à la base, moi, j'étais cadre dans la finance. J'ai travaillé dans une banque privée. Et on veut être utile au continent. Et donc, je me demande si je vais aller entreprendre en Afrique ou je vais faire une entreprise, comment est-ce que je dois faire? Et très rapidement, je me rends compte que je suis confronté à la difficulté de transférer les fonds. Pour une entreprise, bien entendu, je ne parle pas pour un particulier, il y a une multitude de solutions. Et donc, je me rends compte, en creusant petit à petit, que l'infrastructure de paiement est aussi importante que les routes, au final. Et que cette infrastructure, c'est quelque chose de tellement important qu'on touche à la souveraineté des États et du continent. Et donc, je me dis qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose là. Et donc, je commence à travailler là-dessus. De fil en aiguille, je me rends compte que c'est un projet qui demande un agrément, qui nécessite beaucoup d'investissements en ressources humaines, en développement tech. Et donc, de fil en aiguille, on est arrivé, aujourd'hui, on est agréé auprès de l'AMF comme prestataire de services sur actifs numériques, ce qui nous permet de proposer une solution à toute entreprise d'être en Afrique et d'encaisser des clients en Europe, aussi bien par carte bleue que par virement. Très bientôt aussi aux entreprises basées en Europe d'encaisser des clients en Afrique par mobile money ou par tout autre moyen existant sur place. Donc voilà un petit peu de fil en aiguille comment on est arrivé à créer cela, avec plein d'embûches, bien évidemment, sur lesquelles on aura l'occasion de revenir, j'imagine, tout de suite. Merci, Demba Rui. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc moi, c'est Rui Mendes da Silva, j'ai 31 ans. Donc moi, j'ai décidé de m'attaquer à la problématique de la mobilité en Afrique. Donc je pense que tout le monde sait ici que la grande majorité des voitures aujourd'hui en Afrique sont importées. Donc il n'y a pas d'industrialisation, qu'elles sont en mauvais état. C'est souvent des véhicules qui sont vieux, polluants et dangereux pour la sécurité routière. Donc nous, on a décidé de se lancer dans un challenge qui est énorme, mais qu'il faut faire. Donc on a créé une marque automobile qui s'appelle Kemet. Donc nous, on fait les premières voitures électriques et connectées, made in Africa. Donc aujourd'hui, concrètement, on a... Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà, donc aujourd'hui concrètement, on a fabriqué un premier véhicule, donc un premier SUV électrique. On a aussi fabriqué nos propres bornes de recharge, qui sont des bornes de recharge portables. Donc on va commencer à tester ce prototype en février, normalement au Sénégal. Et le projet n'est pas encore public parce qu'on veut faire une première internationale, parce qu'on ne veut pas que ça soit quelque chose qui passe inaperçu, donc on prépare un gros événement. Et sur le pourquoi, j'imagine, vous devez vous dire, mais c'est qui ce gars qui veut faire des voitures? Moi, je suis personne, je suis absolument personne. Mes parents, ils sont de Guinée-Bissau, ils sont nés dans un village. On a immigré en Europe, j'étais très jeune. Donc... c'est juste que moi, j'ai travaillé dans la mobilité électrique, en fait, avec mon frère, qui avait monté une première boîte en 2013. Moi, j'ai intégré cette société. Du coup, ça m'a permis de voir l'entrepreneuriat à travers lui. Ensuite, on est parti aux États-Unis pour s'imprégner de l'American Dream. Et effectivement, ça a marché. Les Américains nous ont transmis un peu ce truc du rêve et de se dire que tout est possible. Et en fait, de là, je me suis dit, on a travaillé dans la mobilité électrique en Europe, aux États-Unis, mais c'est en Afrique
que les populations sont les plus vulnérables à toutes ces problématiques-là. Donc voilà, à partir de là, j'ai essayé de trouver des gens compétents dans le milieu de l'automobile, dans mon entourage. Je les ai convaincus de venir travailler sur le projet au début. J'avais pas d'argent, donc je leur ai dit, voilà, vous inquiétez pas, ça va marcher. Si ça marche, tout le monde va être riche et tout. Donc ils sont venus, on n'est pas encore riche, ça n'a pas encore marché, enfin, ça n'a pas encore explosé, mais en tout cas, voilà, j'ai commencé avec rien. Je suis parti chercher des gens autour de moi qui avaient les compétences. Ensuite, avec ça, on est parti essayer de convaincre des gens de notre entourage aussi, parce que ça, c'est quelque chose qu'on néglige. Il y a souvent des gens autour de nous qui peuvent nous aider, mais on n'ose pas leur demander, ou voilà. Donc il faut parler aux gens. Il faut parler aux gens qui sont autour de nous. Et voilà, donc nous, en tout cas, l'ambition, c'est de devenir un grand constructeur automobile comme Renault, comme Peugeot, comme Tesla, un constructeur automobile africain qui va industrialiser en Afrique, vendre en Afrique, et après, j'espère, dans le monde, à Paris, à New York. Voilà. Merci. Merci Rui et merci pour vos applaudissements parce que tous les trois portent de trois beaux rêves. On a trois experts dans des thématiques différentes. Les ressources humaines qui, croyez-moi, sont un enjeu capital pour l'Afrique, le financement et l'industrie. Rui, tu parlais un peu de comment tu as démarré, comment tu t'es entouré. Moi, j'aimerais revenir sur comment on se jette à l'eau. Tous les trois, vous étiez salariés auparavant, vous avez des origines africaines. Est-ce qu'au moment où on se lance à l'eau, on a déjà beaucoup d'argent, beaucoup de réseaux ou pas? Est-ce que vous connaissiez l'Afrique ou pas? Par quoi on commence? Qu'est-ce que vous recommandez à ceux qui nous écoutent ici et qui aimeraient lancer un projet? Ok, pour commencer, effectivement, c'est une très bonne question. J'en suis l'exemple vivant. Lorsqu'on commence le projet, comme je disais, on se rend compte rapidement que le projet nécessite un agrément auprès de la Banque de France. Ça coûte au bas mot 30 000 € de frais d'avocat. Tu n'as même pas encore commencé le projet, tu dois sortir 30 000 €. Donc là, je vais voir tous les accompagnateurs qui étaient là, les IEP, je vais voir tout le monde, je dis non, tu ne fais pas encore de chiffre d'affaires. Mais moi, je vais faire un projet innovant. J'ai besoin de cet agrément avant de commencer. Je dois payer au moins 6 mois de développeurs pour mettre en place une plateforme. Comment vous voulez que je vous apporte un chiffre d'affaires avant de faire... Donc bon, bref, ils ne suivent pas. Et ce qu'on fait avec mon associé, c'est qu'on envoie des mails, des messages sur LinkedIn à peu près 500 personnes. On prend les noms, Koulibaly, Traoré, Kofi, Kodjo. Je vous jure, on écrit à peu près 500 personnes et on dit on a ces projets-là, mettre en place une solution de paiement fait par les Africains pour les Africains. Est-ce que vous voulez nous accompagner? Il y a une centaine qui ont répondu à peu près. On a organisé un roadshow les samedis et dimanches après-midi et à peu près 25 personnes ont investi. On avait un ticket d'entrée de 2500 € et il y en a qui ont mis 5 000, 10 000. Donc avec ça, on a pu récolter 100 à 120 000 € déjà pour aller financer les premiers développeurs. Donc, les applaudissements, ce n'est pas pour moi, c'est pour ceux qui nous ont fait confiance. Mais vraiment, je ne me rendais pas compte au moment où on le faisait. On a tenté un coup comme ça, mais je n'avais pas senti que le changement de mentalité était à ce point fort. Et en fait, beaucoup de gens de la diaspora ont envie d'investir dans les projets. Je pense qu'il y a une génération avant, on n'aurait pas eu un centime. Donc tous ces jeunes-là, cadres, boulangers, ont pris de leur économie, les 2500, les 5000, ils les ont donnés pour réaliser le projet. Donc c'est aussi ça l'entrepreneuriat. C'est beaucoup de difficultés, mais c'est aussi de trouver une solution à chaque problème en réalité. Chaque problème, il faut le voir comme une opportunité et le dépasser et aller de l'avant. Donc, merci. On n'est pas monopoliser la parole. Sarata? Oui. Alors moi, je ne suis pas sur la même activité que Demba. Moi, je suis RH, donc du coup, mes compétences, je les porte. Au départ, effectivement, comme je l'ai dit précédemment, moi, j'ai créé mon réseau. Tout simplement, j'ai créé mon réseau à travers LinkedIn, un réseau africain, c'est-à-dire que j'ai 2 comptes LinkedIn, un pour la France, un pour l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est pas la même communication, c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas le même fonctionnement. Et on va dire que moi, je suis allée sur fonds propres. Donc, ça veut dire que j'ai pris mes économies, j'ai pris ce risque. Après, effectivement, j'ai une vision claire et précise. Je sais où je veux aller.
C'est important de le souligner. Et je me suis dit, vaut mieux en fait tenter l'aventure que de ne jamais passer le pas, de sauter le pas, pardon, et de se dire j'aurais dû y aller. Voilà. Donc moi, je suis y allée à l'audace, carrément, parce que je suis arrivée à Bamako, j'ai subi l'embargo au Mali. L'embargo je crois qu'il a tenu 7 mois. On s'est développé pendant ces 7 mois. Après, c'est vrai que les financements et les fonds étaient gelés dans les entreprises, même au sein des structures aussi qui font du financement. Quand l'embargo s'est levé, effectivement, là, les clients ont répondu parce que je suis arrivée avec un nouveau concept. Donc, attention, on fait du recrutement digitalisé. C'est une plateforme avec un système de notation. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de mon réseau, il s'est élargi. C'est du bouche à oreille. En Afrique, c'est 95% de relationnel. Ça va pas vite du tout. Tout est lent. Voilà, faut le dire. C'est les réalités. Faut savoir s'adapter. Voilà, c'est un peu ça. Donc moi, c'est fonds propres principalement et réseau LinkedIn. Et aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis à Bamako, donc je suis de passage à Paris. Je regrette pas d'être partie. J'ai connu des difficultés. Ah, il faut le dire. C'était dur. Franchement. Non, mais il faut le dire. Alors, autant moralement, non mais vraiment, autant moralement, psychologiquement, c'est pas évident. Mais ce qui me fait tenir, c'est que si aujourd'hui je suis amenée à déprimer, demain matin je me dis oh mais j'y vais en fait. Parce qu'en fait je suis tellement dans mon projet, je vis tellement la chose, mais je reste réaliste en fait. Faut pas se déconnecter de la réalité et surtout répondre aux besoins. Les RH aujourd'hui, vous allez tous passer par moi un jour, vous êtes obligés pour avoir du personnel, pour vous conseiller dans la structuration de votre entreprise, c'est obligatoire. Et surtout, juste pour pas monopoliser la parole, moi j'ai compris qu'en fait depuis 2019, que c'est les ressources humaines qui vont développer l'Afrique à travers la formation. C'est obligatoire. Donc n'hésitez pas à prendre ma carte, j'en ai 100 à distribuer aujourd'hui. Faut prendre leur carte, vraiment. Oui, moi j'ai une question pour toi. On l'a compris, c'est pas facile. Faut oser, faut être un peu fou aussi pour se lancer. Faut avoir une bonne dose de folie, faut être fou. Moi je suis folle. Hein. Non mais il faut le préciser. Mais du coup, ma question pour lui, une fois qu'on le fait, une fois qu'on saute le pas, comment ça se passe quand on arrive de l'autre côté? Quand on commence son projet sur le continent, est-ce qu'on est bien accueilli ou pas? Comment on s'y prend pour commencer à communiquer avec les acteurs locaux? Tu parlais de s'adapter, Sarata, c'est un mot-clé que je note, que tout le monde doit noter ici. Adaptabilité, c'est un soft skills qu'il faut avoir. Voilà, mais du coup, oui, c'est quoi un peu ton expérience? Comment tu fais pour démarrer sur le continent avec les différents acteurs? Alors moi, au Sénégal en particulier. Alors moi, de mon expérience, il y a un truc qui est hyper important et qui est même obligatoire, c'est de passer beaucoup de temps sur place. Parce que moi, le projet en est là aujourd'hui, mais il y a eu 15 idées et peut-être 20 business models différents parce que moi, j'ai commencé à réfléchir ce projet-là des États-Unis. Donc voilà, je voyais les voitures électriques, je voyais ci, ça, je me suis dit, ah mais en Afrique, ça peut être bien. Et le truc, c'est que quand je suis arrivé, en fait, même des études de marché, enfin des informations que j'avais vues sur Internet, ça collait pas du tout. Et du coup, j'ai dû faire 10 ou 20 pivots. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, en tout cas, c'est d'être sur place, de parler avec les gens, de voir au quotidien les choses, comment elles se passent, parce que l'Afrique est un autre monde. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Enfin, c'est l'Afrique, quoi. Donc voilà, moi si je peux dire, c'est être sur place. Rapidement, en un mot chacun, en quoi c'est différent? Très rapidement. Tu dis c'est différent, pourquoi c'est différent? C'est compliqué de le faire en un mot. Deux, on est ici pour deux. Ok, ça marche. Donc oui, c'est différent et comme disait Sarata, vraiment l'adaptabilité. Il faut s'adapter aux réalités locales. Pour aller vite, je vais prendre 2 exemples qu'on a vécu nous. Quand on arrive pour créer notre première filiale au Mali, j'ai fait appel à un cabinet de notaire que j'ai vu comme ça sur Internet. Je crois que ça prend 1 mois. Il nous fait miroiter tous les jours pour créer l'entreprise. Il a fallu que je rencontre une franco-malienne qui était installée sur place depuis longtemps, qui me dise, ah tiens, je vais te conseiller mon notaire qui pourra te le faire en 1 semaine. Est-ce que ce ne serait pas Néné Keïta? C'était Néné Keïta. Ok. qui m'a conseillé un autre notaire qui a pu le faire en 1 semaine. Et pourquoi? Parce que je n'avais pas pris conscience de l'importance d'intégrer des réseaux
d'entrepreneurs localement qui ont déjà vécu des choses pour m'éviter ces choses-là. Et deuxième chose que j'ai vécu pour vous donner un aperçu de la difficulté d'entreprendre en Afrique, mais comme un peu partout, c'est qu'un jour, c'est Tidiane d'Unilab qui m'envoie un message qui me dit « Bravo, je viens de voir ta publicité sur un panneau géant à Bamako. » J'ai dit « Mais comment ça, ma publicité, c'est pas moi ?» Il me dit « Si, je viens de le voir. » Il m'envoie une photo, il est marqué « Danaya Pay ». Donc, le cabinet que j'avais mandaté pour faire l'étude de marché sur le paiement marchand avait un frère qui était responsable du produit dans une banque. A donné. Donc, il a non seulement copié les produits, mais il pouvait changer de nom. Au lieu de, il a gardé, il a mis Danaya Pay. Au lieu de Dana Pay. Donc, pour ceux qui parlent Bambara, Dana Pay, c'est confiance, paiement dans la confiance. Et Dana Pay, c'est la même chose. Donc, avec ma mentalité française, en plus juriste, j'aurais fait un procès tout de suite. Mais il me l'a déconseillé. Il m'a dit non, en Afrique, ça se passe pas comme ça. Tu cherches quelqu'un qui est au bord de la banque, tu expliques la situation, tu négocies pour qu'il change de nom. Donc voilà concrètement comment ça se passe. Alors que si j'étais parti avec Fleur au fusil faire un procès à une grosse banque qui est potentiellement un partenaire demain, je me ferme beaucoup de portes et je perds potentiellement le procès en réalité. Ouais. Donc, deux points importants que tu viens de mentionner, le côté social de l'Afrique qui est une réalité. On parle, on se voit, on aime se serrer la main pour régler des situations. Deuxième point important, tu as dit, avec ma mentalité de Français, toi tu es né au Mali, tu as grandi, tu es venu ici après. Preuve que même lorsqu'on est né en Afrique, même lorsqu'on y a grandi, lorsqu'on passe un temps à l'extérieur, forcément on perd des repères et on perd un peu ce contact avec la réalité. Donc quand on parlait de mot adaptabilité plutôt, ça veut dire aussi qu'on soit né ici ou né là-bas, peu important, tant qu'on revient en fait, on a une posture un peu externe qui doivent venir avec beaucoup d'humilité, c'est mon conseil pour tout le monde ici. Tous ceux qui aimeraient retourner en Afrique pour entreprendre, allez-y avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'observation. On fait en fonction des règles et du fonctionnement local. Je t'en prie, Sarata. Oui. Alors oui, pour compléter Demba et Rui, effectivement, donc il faut aussi, en fait, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils viennent en Afrique avec leur projet de France et leur mentalité de Français. Il ne faut jamais faire ça. Il faut essayer d'abord de comprendre en fait la mentalité des gens avec qui vous composez. Il ne faut jamais se fermer en fait dans un réseau de franco-maliens, franco-camerounais au Cameroun ou au Mali ou dans un autre pays. Après, effectivement, si vous êtes timide, vous n'avez pas aller vers les autres, vous n'allez pas aller loin. Parce que moi, je rate pas un événement en fait où il y a du networking. Je vais vers les autres. Donc, effectivement, ce qu'il faut garder en tête, c'est savoir s'adapter. C'est hyper important. Comprendre la mentalité et le fonctionnement des personnes qui vivent dans le pays et adapter votre projet à ces personnes. En fait, c'est pas à eux de s'adapter à nous, c'est à nous de nous adapter à eux. C'est important de préciser, parce que le projet peut être bien vu de France, mais en Afrique, c'est pas sûr que ça donne la même chose. Voilà, effectivement, il faut aller sur le terrain, il faut parler la langue, c'est important, sinon c'est un frein énorme. Faut comprendre les codes de conduite en Afrique, parce qu'il y a des codes de conduite dans toutes les sociétés. En France, il y en a. Social ? Comment ? Code de conduite sociale. Ah oui, code de conduite sociale et professionnel aussi. Bon, je pense que ça reste universel. Moi, pour vous donner un exemple, si j'ai rendez-vous avec un Indien, je m'adapte. En fait, je me renseigne, je m'intéresse. Et souvent, je peux même faire un effort vestimentaire, en fait. Tout simplement. Le vendredi, par exemple, à Bamako, on est en tenue traditionnelle. Moi, du lundi au vendredi, j'étais en costume. Tout le monde me dit, mais Sarata. Alors là, je leur ai donné vraiment la patate. C'est-à-dire que tous les vendredis, je suis en tenue traditionnelle, et ça leur fait plaisir, en fait. Donc, c'est des petites choses comme ça qui montrent que oui, Sarata, elle est intégrée. Voilà. Donc, je ne vais pas monopoliser, je parle beaucoup. C'est mon métier. Mais vraiment, adaptez-vous, renseignez-vous. C'est important. Voilà. Merci Sarata. Rui, en plus de difficultés structurelles, toi tu es dans l'industrie au Sénégal, comment ça se passe lorsqu'on veut créer une industrie nouvelle au Sénégal? À qui on parle? Comment on fait? Comment tu t'en sors en ce moment? Le truc c'est que il y a beaucoup d'informels en Afrique, mais ça change. Moi j'ai été surpris au Sénégal, j'ai parlé avec les autorités.
Et il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. C'est juste qu'on n'a pas forcément l'information. Donc il faut aller chercher, il faut aller parler avec des gens. Et le problème, c'est que si on ne parle pas à la bonne personne, on peut tourner en rond pendant très longtemps, en fait. Mais non, je pense qu'il y a un imaginaire ou un cliché qui est peut-être sur le fait qu'en Afrique, c'est la jungle, il n'y a rien qui est réglementé et tout. Mais il y a des réglementations, les choses sont carrées. C'est juste qu'il faut avoir l'information et au final, les choses peuvent bien se passer. Moi, je suis sur un très, très gros projet, une très grosse industrie. Ce côté-là me faisait peur parce que je me suis dit mais comment ça va se passer? Et non, en fait, il y a une agence de l'État qui s'occupe de tout ce qui est industriel. Il y a des lois, il y a un cadre en fait. Donc il faut aussi s'enlever cet imaginaire de l'Afrique. C'est la jungle, tout le monde fait ce qu'il veut. Ça va être compliqué, je sais pas à qui il faut parler. Non, il y a un gouvernement. C'est vrai que voilà, les choses prennent un peu de temps, c'est un peu compliqué, mais il y a des dispositifs qui sont là pour accompagner, quoi. C'est vrai, et pour compléter, on a d'ailleurs dans différents pays des ministères qui sont créés pour le retour des diasporas ou pour les aider à entreprendre, en tout cas à investir dans leur pays. Donc vous êtes en tout cas souvent les bienvenus avec vos projets, vos idées, tant que c'est fait de la bonne façon évidemment. Donc on a vraiment des structures qui existent pour accueillir en tout cas ceux qui rentrent, ceux qui veulent arriver pour investir. Et même un environnement des affaires qui est assez privilégié parfois, même plus qu'ici en France. J'aimerais revenir rapidement sur l'accompagnement. On a parlé beaucoup de s'entourer au début du réseau familial proche ou du réseau professionnel. Est-ce que vous avez été accompagné par des structures professionnelles? J'entends par là des incubateurs comme Donilab qui accompagnent, qui forment, qui coachent. Oui ou non? Si oui, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est pertinent ou pas? Et est-ce que vous le recommandez? Alors pour ma part, nous, juste, je me permets de faire un petit retour pour compléter ce que disait Rio. Pour notre cas, par exemple, lorsqu'on est arrivé la première fois en zone Afrique de l'Ouest et qu'on est parti discuter avec la BCEAO, il n'y avait pas de réglementation qui était adaptée à notre modèle. Tu parles avec la BCEAO. Donc, tout le monde peut parler avec la BCEAO, c'est pas un privilège. Vous envoyez un mail au mail du gouverneur de la BCEAO, il les forward à quelqu'un qui vous contacte, donc c'est possible. Donc, on discute avec la BCEAO, on présente notre modèle et il se trouve qu'il n'y avait pas de cadre adapté à cela, parce que ce qu'on fait en Afrique, on permet aux importateurs de pouvoir faire des paiements vers l'Europe, vers Dubaï, vers la Turquie, de façon digitalisée. Donc, mais de fil en aiguille, ils ont mis en place un bureau de fintech qui a pu nous accompagner pour qualifier notre activité de change digitalisée. En gros, les bureaux d'échange qui sont dans les marchés, mais de façon digitalisée. Donc, pour compléter et aborder dans ton sens, ce que je disais, c'est que oui, il y a des efforts qui sont faits pour nous permettre de créer ces emplois, de créer de la valeur sur place. Donc, ensuite, concernant l'accompagnement, nous, effectivement, on a pu bénéficier de l'accompagnement de Meet Africa. Ce qui était bien avec Meet Africa, je ne sais pas si ça a changé à l'époque, c'est qu'ils nous ont accueillis sur la base du projet, du pitch, sans exiger de business plan de 100 pages, des prévisionnels sur 5 ans. En réalité, toute prévisionnelle de plus de 2 ans est faux. Est amené à évoluer. Bon, il faut le faire pour montrer qu'on a travaillé. Sinon, en réalité, donc voilà, on a pu présenter les projets et on a pu bénéficier d'un accompagnement et d'une subvention de 30 000 € de Meet Africa, mais qui ne sont pas de l'argent qui vont sur votre compte bancaire. Ça nous a permis de faire des études, dont la fameuse étude de marché à Bamako d'ailleurs, qui nous a valu ce que vous savez, et donc des études juridiques qui nous a permis de bien démarrer le projet. Bon, quelques coups de téléphone avec Donilab sans y être incubé réellement. Et aujourd'hui, on est incubé à Station F, mais qui est du coup, pour le coup, franco-français. Voilà. Oui. Alors moi, je suis dans le programme Meet Africa 2, du coup, on est vos petits frères.
Donc ouais, moi je pense que l'accompagnement c'est important, mais je me suis rendu compte que c'est nous en fait. C'est-à-dire que peu importe l'accompagnement que peut avoir Station F, Meet Africa, je sais pas, moi j'ai fait un programme aussi aux États-Unis, Founder Institute. Si nous en fait on n'est pas persuadés de ce qu'on veut faire, et si nous on n'est pas prêt à pousser et à sacrifier ce qu'il faut sacrifier pour faire, l'accompagnement il donnera rien en fait. Enfin, c'est mon expérience en tout cas, parce que il faut garder en tête que c'est un accompagnement. C'est comme un copilote. C'est nous qui sommes au volant, c'est nous qui avons la pédale sur l'accélérateur. Donc, être accompagné, c'est bien, mais je pense qu'il faut d'abord se dire qu'est-ce que je peux faire moi, enfin, jusqu'à où je peux aller moi, pour ensuite aller chercher un accompagnement. Parce que quand on attend trop de l'accompagnement, et que l'accompagnement, il débouche pas, je sais pas moi, sur un contrat, sur une levée de fonds, on a tendance à se dire, mais c'est peut-être l'accompagnement qui était pas bon, or que c'est peut-être nous qui avons pas poussé, ou qui, au-delà de l'accompagnement, on n'est pas allé chercher des contacts. Moi, je dis ça parce que moi, j'écris à tout le monde. Il y a peut-être des gens aussi qui ont reçu mes messages sur LinkedIn. J'écris à tout le monde parce que je me suis rendu compte que j'avais la possibilité de le faire. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir LinkedIn. Moi, personnellement, ça a changé ma vie. Et voilà, comme elle disait, j'essaie d'aller dans les événements, rencontrer des gens. Même si je n'ai pas forcément d'attente, je me dis, je vais y aller, je vais peut-être rencontrer des gens. Donc, l'accompagnement, moi, je trouve que c'est bien, ça sert. Mais d'abord, c'est nous. Et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour porter le projet, quoi. C'est très très sage, oui, je valide de ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'un projet, on le porte personnellement. C'est vrai que c'est dur parfois psychologiquement, physiquement, peu importe. Et on peut attendre de l'aide qu'on reçoit qu'elle résolve tous les problèmes qu'on a. Alors c'est pas le cas. On a plus des conseillers en face que des membres vraiment de l'équipe, il faut le prendre en compte. Après, c'est important aussi pour tous ceux ici qui aimeraient porter un projet, de prendre le temps de le réfléchir, d'aller à des formations gratuites ou payantes, peu importe, de monter en compétences. Parce que monter une entreprise, c'est un peu être schizophrène. Vous êtes au four et au moulin en même temps. Vous gérez les finances, la compta, la com, le produit, le marketing, la vente. C'est normal, c'est la vie d'entrepreneur. C'est pour ça qu'il faut être fou aussi pour le faire. Mais formez-vous, faites-vous conseiller, montez en compétences, et assumez vos sujets aussi. On ne peut pas se dire, voilà, j'aime que faire le produit, donc le marketing, la communication, je ne le fais pas, je le délègue. Ça reste votre bébé à vous, en fait. Donc il faut prendre en main les sujets, se faire accompagner, se faire conseiller, prendre le temps de bien réfléchir aussi, sans pour autant être rigide dans la réflexion. Je prends un petit moment, là, c'est ma casquette accompagnatrice là, qui revient. On a beaucoup parlé d'aller sur le terrain, de parler aux gens, de leur poser des questions. Ça va être hyper important pour vos projets à vous, en fait, de prendre le temps d'étudier vos cibles, de les comprendre, d'analyser un peu leur quotidien, de quoi elles ont besoin, quels sont leurs freins, quelles sont leurs peurs, comment elles vivent au quotidien, pour ensuite s'assurer qu'on apporte la bonne solution au bon problème. Okay ? On n'est pas là pour créer sa boîte de rêve avec l'idée qu'on a depuis qu'on a 10 ans. On est là pour aider des gens, répondre à un problème. Oui, effectivement, faire des sous au passage, tant mieux, il ne faut pas avoir honte de l'argent, mais on répond à un problème où on aide des gens. Donc tant que vous ne connaissez pas votre cible, que vous n'avez pas un peu d'empathie envers votre cible, votre projet il n'ira nulle part. Okay, donc petit conseil pour tous ceux qui veulent entreprendre, faites-le intelligemment, parlez à un maximum de gens, de votre secteur ou pas, parlez à votre cible. Prenez le temps de réfléchir. Tout à l'heure, Rui a dit un mot-clé hyper important dans le langage startup, que tout le monde doit noter ici, le mot pivot. P-I-V-O-T. Le mot pivot, ça veut dire en fait changer son projet en fonction des retours du marché. On a une hypothèse de base, très très bien, on va la tester très rapidement, on apprend du test qu'on a pu faire et on change. Et ceux qui changent, qui s'adaptent, qui comprennent que forcément on peut se tromper, sont ceux qui réussissent. Moi, j'ai vu passer beaucoup de projets qui étaient, j'ai le meilleur projet du monde, j'ai déjà mis 50 000 € dessus, ça va marcher, et qui se foirent. D'accord ? Donc soyez humbles, écoutez les conseils, apprenez du marché, et Inch'Allah, ça passera. Autre question que j'ai pour vous, c'est, on a beaucoup parlé... Je voulais juste Vas-y, ça rejoint un peu ce que tu disais, Issatou. Moi, je suis sur un secteur qui est stratégique, c'est l'emploi. Donc, ça veut dire que je n'ai pas été financée, en tout cas pas pour le moment. Pourquoi ? Parce que je voulais d'abord voir la valeur ajoutée que je pouvais apporter au marché de moi-même.
C'est important de voir aussi ce que vous valez sur le marché sans accompagnement pour voir si ça tient aussi la route. Donc j'ai eu aucun accompagnement. Effectivement, donc comme je vous ai dit, l'emploi, même ici en France, hein, c'est stratégique. Hein, on n'a pas d'emploi, on peut pas consommer, on peut pas vivre correctement. En Afrique aussi, c'est la même problématique. Donc effectivement, pour le moment, j'ai pas de financement autre que mes fonds propres, mais dans le développement d'une entreprise, vous êtes quasi obligé, en tout cas c'est mon point de vue, de vous faire accompagner financièrement, ouais. Pour que l'entreprise, pour lever des fonds, pour développer l'entreprise et aller jusqu'au bout. Voilà. Bon, j'ai un point de vue un peu contre-instant, mais je le garde pour moi. Tu sais, la course un peu à la levée de fonds, je suis un peu moyen dessus. On pousse tout le monde à aller faire un peu des levées de fonds extraordinaires, mais tout le business n'en a pas besoin. Donc, moi, je suis réaliste en fait. Ça veut dire que je suis allée en Afrique parce que je voulais. Alors, mon projet, il est basé sur des valeurs. Ça veut dire que je suis pas allée en Afrique pour me faire du fric. Je suis allée en Afrique pour apporter mon expertise. Voilà, donc je me suis toujours dit, si j'arrive à avancer un petit peu ici, je vais aussi aller au Mali et développer ma propre entreprise et voir ce que je peux aussi apporter au niveau de mon expertise sur le marché de l'emploi. Voilà, donc c'est fait aujourd'hui et donc j'ai appris beaucoup de choses, mais effectivement il faut se dire que c'est bien au début de commencer sur ses fonds propres, il faut en avoir. Voilà, parce que quitter son CDI et tout plaquer pour y aller, c'est pas facile, hein. Voilà, mais effectivement, il faut tempérer, c'est-à-dire tester de vous-même et ensuite aller vous faire financer. Voilà, c'est comme ça que j'ai procédé. Voilà, vous serez plus crédible. Mais je voulais juste souligner quelque chose. Le problème avec les investisseurs, c'est qu'en fait, quand vous n'avez pas d'argent, que vous avez besoin qu'on vous donne la main, ils sont là pour leur voilà. Là, il n'y a pas d'argent. Il faut d'abord être crédible sur le marché, démontrer sa valeur ajoutée. Et c'est problématique parce qu'il y a plein de gens qui débutent et qui ont vraiment des compétences et il n'y a pas d'accompagnement. Mais quand on aura de l'argent, on n'aura plus besoin de vous. C'est ça la réalité. Oui. On vous laissera dire après. Rapidement, j'aimerais justement que nos deux camarades ici parlent un peu du sujet des RH. On reviendra sur le financement, ne t'inquiète pas. Toi, tu es experte en RH. Une fois qu'on a monté son projet, qu'on a testé le marché, que ça monte bien, qu'on veut se développer, il faut recruter une équipe. Oui. Comment ça fonctionne, le recrutement d'une équipe? Mais je préfère les laisser parler par rapport à leur expérience et après tu pourras avoir ton point de vue d'expert dessus. Ok, pardon, je voulais juste rebondir sur cette nécessité de lever des fonds ou pas. Je crois que ça dépend de la nature de chaque projet et la levée de fonds permet surtout d'acheter du temps. Aujourd'hui, je couvre 9 pays, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, Cameroun, Togo, Bénin. Et les gens qui veulent utiliser les services aux États-Unis ou au Canada me disent on aime beaucoup votre service, mais c'est dommage que vous ne soyez pas là. Sauf que la réalité derrière, c'est qu'il faut aller affronter la SEC, aller affronter les régulateurs canadiens. Ça va demander beaucoup de frais d'avocat. Donc, effectivement, aujourd'hui, on génère suffisamment de fonds pour se prendre en charge, pour payer nos salaires, pour faire ce qu'il faut. Mais si je vais aller plus vite, est-ce qu'à un moment donné, j'ai pas besoin d'aller lever les fonds? Voilà, c'est une question qui se pose, mais il faut être conscient aussi des contraintes une fois que tu as fait entrer des investisseurs institutionnels. Quand tu es en mode PME, tu es seul, pas seul, mais tu es pratiquement seul décisionnaire. Alors que les fonds d'investissement, quand ils entrent, ils exigent une place au conseil d'administration, ils veulent avoir des droits de veto sur certaines décisions. Donc voilà, il faut être prêt à faire ces concessions-là. Mais je crois que quelque part, ça permet d'acheter du temps, d'aller plus vite pour ceux qui veulent faire des projets qui ont un rayonnement international. Voilà. Et la question des RH? Alors moi, j'ai fait une très grosse erreur au début qui m'a coûté très cher. Moi, j'ai voulu monter une boîte avec mes potes. En soi, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais j'ai vraiment voulu monter une boîte avec mes potes. Donc, j'ai pas forcément regardé s'ils avaient les compétences ou s'ils avaient les compétences requises, parce qu'il y a avoir les compétences et être voilà.
Donc voilà, donc au début, moi je suis parti voir mes potes, je leur ai dit écoute, voilà, on va monter une boîte, on va rigoler au bureau, ça va être cool, en même temps on va travailler et tout. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça s'est très 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 mal passé parce que au final quand on avançait, comme on est potes, bah on se dit bon, je viens pas au bureau aujourd'hui, tranquille, c'est mon gars, il va rien dire. Et même au niveau des compétences, surtout que moi j'ai choisi un secteur qui est très technique. Au final, ça nous a coûté de passer à côté d'investisseurs, de passer à côté de beaucoup de choses qu'on paye encore aujourd'hui. Et on a commencé il y a 3 ans. Donc, avec le temps, j'ai compris que il faut essayer d'avoir les meilleurs en fait. Il faut essayer d'avoir les meilleurs. Si on peut pas les payer, il faut essayer de trouver un arrangement avec eux. Si on ne peut pas trouver d'arrangement, il faut essayer de trouver l'argent pour les faire venir, mais il faut essayer d'avoir les meilleurs. Moi, en tout cas, c'est un truc que je referai plus jamais, de se dire que bah, la compétence, c'est pas trop grave, si on sent, enfin, voilà. En tout cas, sur les RH. Parce qu'après, sur les associés, bon, il y a aussi le côté personnel qui passe et tout, le feeling. Mais sur le côté RH, en tout cas, pour moi, peu importe le secteur, l'agriculture, la fintech, la construction, l'industrie, il faut avoir les meilleurs et pas faire de concessions sur ça en fait. Voilà. Après, il y a un sujet, c'est que c'est vrai que sur le continent, malheureusement, il y a peut-être un problème de formation. Donc des fois, on trouve pas forcément les profils qu'on veut. Mais en tout cas, voilà. Sinon, il faut chercher les compétences en Europe et après, c'est de former les gars sur place. Mais voilà, ne faites jamais de concessions sur la compétence en tout cas, parce que ça, c'est le suicide en fait. Voilà. Oui, absolument d'accord avec toi. Donc au début, nous, la chance qu'on a eue, c'est qu'une des personnes qui avait fini ses études, qui avait investi ses petites économies, rentrait au Mali. Donc a été notre premier salarié qu'on a recruté sur place comme responsable des opérations au Mali. Mais ensuite, on a voulu aller recruter nous-mêmes un commercial pour développer les business. Alors, déjà, entre la qualité des CV qui ne correspondent absolument pas à ta demande, et après tous les entretiens, on a réussi à trouver quelqu'un qui nous paraissait convenable et compétent. Il devait commencer le mardi et le lundi soir, il m'a écrit pour me dire qu'il a un problème familial, qu'il doit voyager le lendemain. Ça arrive. Je me suis dit que ça arrive et qu'il revenait le jeudi. Et le jeudi soir, il m'a écrit pour me dire qu'il doit accompagner sa femme à l'hôpital le vendredi. Je vous jure, je ne rigole pas. Et le samedi, il m'a écrit, il n'a pas encore commencé le boulot pour savoir s'il peut avoir 3 millions d'avance pour financer son mariage et qu'on le déduira de son salaire petit à petit. Donc pour vous donner, et tu viens avec ta casquette, avec ta mentalité européenne, tu as envie de pleurer. Donc, tu pleures, tu n'as pas envie de pleurer, tu pleures. Tu pleures. Donc, à un moment donné, effectivement, à un moment donné, j'ai dû m'appuyer sur des cabinets comme Sarata et Néné pour les laisser faire le recrutement localement. Parce que définitivement, on est dépassé, nous, on ne connaît plus ce terrain-là. Et voilà, c'est à peu près la solution qu'on a trouvée aujourd'hui. Sarata, dis-nous, comment tu fais pour les aider alors ? Alors, moi, étant entrepreneuse et RH de formation, donc ça a été plus facile pour moi puisque je fais du recrutement, je connais un petit peu l'humain. Donc ça a été plus simple de cet aspect-là. Alors, je vous explique comment j'ai recruté mon équipe. Donc, c'était sur LinkedIn, encore une fois. J'ai mis une annonce, j'ai trié. Je pense qu'il y avait environ 150 candidatures. Donc, en fait, j'ai proposé d'abord mes services sur LinkedIn gratuitement, parce qu'il faut d'abord donner pour recevoir, chers amis. Et donc, du coup, suite à ça, donc j'ai créé en fait un système d'ambassadeurs. Voilà. Et donc, ces ambassadeurs-là, donc il y a un des ambassadeurs qui m'a aidé à faire le recrutement en ligne. Donc, c'était, on va dire, une 50aine d'entretiens sur Google Meet.
Et ensuite, après, on a sélectionné, on est allé à 12, parce qu'il ne faut pas prendre de risques quand même. Je quitte mon CDI pour aller en Afrique, il ne faut pas que je m'entoure de n'importe qui. Voilà, donc ça, c'est important. Et donc, ensuite, il en restait 20, pardon. Donc, du coup, j'ai fait un battle. Donc, c'est-à-dire que 2 candidats s'affrontaient sur la thématique de mon entreprise, qui existait déjà en France, sur mon activité, les valeurs, la vision, ce qu'on fait. Et finalement, j'en ai retenu 6. Et là, aujourd'hui, sur les 6, il n'y en a que 2 qui sont encore avec moi aujourd'hui. Voilà, donc effectivement, après, moi, je facilite, en fait, je suis une facilitatrice. Donc, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez une entreprise, moi, je mets à disposition des candidats qui ont les compétences, mais le savoir-être, qui comprennent aussi la culture de votre entreprise, vos valeurs, parce qu'on reste des êtres humains. Donc, si moi, j'aime la pêche et Demba déteste la pêche, on va manger de la pêche. Je ne sais pas comment on va s'entendre s'il aime la poire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'idée ici, c'est vraiment de connecter les Africains entre eux. BMK, c'est avant tout valoriser les talents africains sur le continent. Donc, j'ai commencé au Mali parce qu'effectivement, je suis d'origine malienne. Mais l'idée, c'est que ça s'étend en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo, etc. Donc, la question des ressources humaines, comme je vous dis, elle est primordiale parce que le projet, vous n'allez jamais le développer seul. Il faut savoir s'entourer des personnes qui partagent vos valeurs, qui comprennent votre projet et qui ont les compétences et le savoir-faire et la conscience professionnelle. Voilà. Merci Sarah, c'est un sujet très très important qui revient dans le top 1 ou dans le top 2 des difficultés que rencontrent les startups et PME sur le continent, avec le financement bien sûr. Demba, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ta solution qui permet en fait et qui facilite les transferts de fonds entre des entreprises ou structures basées en Afrique et en France? Alors déjà, c'est quoi le problème pour ceux qui connaissent mal le système financier africain? Et du coup, c'est quoi la solution très rapidement? Oui, très rapidement. Donc, quand vous avez une entreprise en Europe et que vous devez payer soit des salariés, soit des fournisseurs en Afrique, la seule possibilité que les gens avaient, c'est d'envoyer en nom propre par Western, MoneyGram ou Orange Money, et de faire des notes de frais pour le faire passer sur la comptage. Donc, ce qu'on a fait, nous, à ce niveau-là, on a créé cette entreprise avec cet agrément en France. Et donc, on permet à l'entreprise de créer son compte entreprise sur la plateforme danapay.com, de payer depuis son compte entreprise par virement sur un compte français, et ainsi de payer ses salariés sur leurs moyens du quotidien en Afrique. Donc, vous avez une dizaine de salariés à payer. Si vous faites un virement, ça vous coûtera 25 à 50 euros par virement et ils ne sont pas forcément bancarisés. Donc, avec Danapay, vous avez cette facilité-là de les payer sur leur mobile money, Wave, Orange Money, donc dans l'ensemble des pays MTN. Ça, c'est la première chose. Ensuite, de l'autre côté, vous êtes en Europe et vous faites des affaires avec l'Afrique, vous devez collecter des paiements. La problématique de passer par les banques pour faire un virement de l'Afrique vers ici, je vous laisse vous renseigner rapidement là-dessus. Et donc, à ce niveau-là aussi, on a développé une API qui permet d'encaisser des paiements par mobile money un peu partout dans les pays où nous sommes et de collecter ces fonds sur son compte bancaire ici. Donc voilà grosso modo ce qu'on fait. Et en réalité, on avait construit les produits pour ces transferts nord-sud, mais le marché faisant le produit a fait que les banques ne sont pas très digitalisées en Afrique. Et beaucoup d'entrepreneurs de la diaspora qui ont leurs habitudes d'utiliser les applis pour faire des paiements ont rapidement vu la possibilité de gérer toutes leurs finances sur la plateforme comme un compte bancaire finalement. Et donc, on a aussi développé le transfert local à l'intérieur du même pays, du Mali vers le Sénégal, vers la Côte d'Ivoire. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on fait au quotidien. Merci Demba. Rapidement, Rui, est-ce que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui peut-être 3 secteurs ou 3 idées d'entreprise qu'il faudrait lancer maintenant sur le continent parce que c'est le moment? Voilà. Je te mets un peu à l'épreuve là. Mais je voulais les garder pour moi. Non, on donne aujourd'hui. Alors moi, si j'avais 3 idées à donner... Peut-être une chacun. Ouais, une. Comme ça, je garde les 2. Alors, une idée que moi, je donnerais, c'est la transformation de produits locaux. Donc, en gros,
l'industrialisation, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'aujourd'hui, comment expliquer que la Chine importe de la tchéké en Côte d'Ivoire? Enfin, ça n'a aucun sens. Sérieux, je sais pas. Donc, or qu'il y a tout ce qu'il faut en Côte d'Ivoire pour faire de la tchéké, en fait. Et pourquoi, moi, mon secteur, et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire, pourquoi, en fait, on importe des voitures, en fait, qui sont faites en Chine à je ne sais combien de kilomètres, or qu'il y a 600 000 jeunes, je crois, à peu près, qui rentrent sur le marché du travail chaque année, ne serait-ce qu'au Sénégal. Je viens d'avoir l'info juste avant, je fais genre, mais... Mais en gros, voilà, c'est ça. Donc, tous ces jeunes-là, ils ont envie de travailler. Et pour travailler, il faut qu'il y ait des industries. Donc, il y a des trucs à transformer qui peuvent être commercialisés. Donc, moi, si ce serait moi, je dirais prendre des choses qu'il faut industrialiser et monter des industries, en fait. Voilà. Oui. Demba, en un mot. Oui, alors... Avant de parler d'un secteur en particulier, oui, vraiment très rapidement, avant de parler d'un secteur en particulier, c'est que partout où il y a une difficulté réelle, où les gens se disent « Oh mais, bon, je ne vais pas dire de gros mots, mais comment faire ça ?» Il y a une opportunité d'entreprise pour moi. Il faut que le marché soit suffisamment gros ensuite. Donc si je regarde aujourd'hui le Mali et ses pays voisins, les coupures d'électricité intempestives est quelque chose de gênant pour tout le monde. Donc trouver une solution à cela, faire une centrale photovoltaïque solaire pourrait être une solution qui pourrait être une très belle entreprise à mon avis. Merci. Sarata, en un mot. Ouais. Alors moi je donnerais pas de secteur précis. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut regarder l'actualité. Il faut regarder en fait les ressources du pays dans lequel vous allez. Il faut voir de quoi vit en fait votre pays d'origine. Voilà, par exemple, au Mali, je sais qu'on a pas mal de ressources naturelles. Donc, par exemple, le Mali, ça va être les mines, la logistique, le développement durable, et j'en passe. Voilà, ça sert à rien d'aller faire du marketing en fait. Quand vous êtes dans un secteur, il faut être au cœur de votre activité et pas à la périphérie au fait. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Mais juste pour terminer, pour faire ma petite publicité aussi quand même. Non, on va laisser la parole au public. Alors, juste une phrase, s'il vous plaît. Juste une phrase, voilà. Alors, le fait aussi d'avoir des entrepreneurs qui sont arrivés à Bamako, comme moi, ça permet de quoi? De porter d'autres projets. Donc aujourd'hui, j'ai un confrère qui s'appelle Alassane Minita qui a vu en fait l'opportunité de développer en fait le colis, l'envoi de colis, mais de le formaliser et de le professionnaliser parce qu'au Mali ça se fait de manière informelle en fait. Et donc aujourd'hui, il a profité aussi de ma stabilité au Mali pour recruter son équipe. Il est à Paris, je gère son équipe totalement, on gère sa communication, il est implanté tout en gardant la sécurité de l'emploi ici en France. Voilà, donc ça s'appelle Expeco Colitelima et ça fait des envois partout dans le monde de manière rapide et sécurisée. Voilà, c'était la publicité. On va passer aux questions-réponses. On a une devant, une là. Ok, on va venir vous passer les micros. Allez, le moment est arrivé des questions-réponses. J'espère que vous allez bien. Ça va? Ok. Il y a un bon repas qui nous attend après. Je vais pas vous dire ce qui va se passer, mais voilà. J'espère que ça peut vous réveiller un petit peu plus. Alors, nous avons une question de le Cameroun. On vous a déjà beaucoup donné la parole, donc on revient, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, bonjour. Je me présente, M. Sissoko Djibril. Je suis cofondateur de la société Banoré CFA, qui est un organisme de formation professionnelle dans les domaines agricoles, tout ce qui est transformation des produits locaux, de nos produits locaux, tout ce qui est formation sur base hors sol, formation sur arboriculture, etc. Donc j'ai une question pour vous tous les trois. Qui peut être entrepreneur? Est-ce qu'il faut avoir Bac plus 5 pour devenir entrepreneur en Afrique, ou ceux qui n'ont pas eu les diplômes collégiens 3 fois peut devenir entrepreneur? Merci. Merci. Je voudrais répondre à cette question, si vous me le permettez. Alors moi, j'ai mon expérience pour te répondre. Moi, j'ai pas de grandes études.
Donc moi j'ai arrêté les études au bac, donc j'ai un bac pro commerce. Et parce que moi je suis quelqu'un de très pratique et pas trop théorique. Donc moi j'ai commencé à monter des boîtes tôt. Donc c'est ça qui a fait mon expérience. En tout cas, moi je pense que les études ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Je pense que c'est deux choses qui sont complètement différentes parce que les études c'est très voilà, on t'apprend des choses, or que l'entrepreneuriat il y a aucun ordre. Rien à voir. Complètement. Donc moi je dis que les études ça quand même. Oui, ça aide, mais les études pour moi ça n'a rien à voir. Pour moi en tout cas de mon expérience, c'est juste la volonté en fait. C'est en fait la volonté, avoir une volonté obsessionnelle de vouloir entreprendre, et c'est ça qui va te permettre d'aller convaincre des gens qui ont les compétences ou qui ont l'argent pour venir travailler avec toi en fait. Voilà. Pour moi c'est la volonté en tout cas. Donc à tous les étudiants, à partir de maintenant on arrête. Hein. Non. Et si ça marche pas, on va voir. Non, parce qu'on a besoin des études quand même. Alors moi je suis pas d'accord. Non, il faut faire des études parce qu'il faut maîtriser son sujet. Non, j'ai pas dit qu'il faut pas faire des études. Hein. J'ai juste dit que ça n'avait rien à voir. Reste à l'école. Pour moi, alors, je fais des ateliers en spécial employabilité une fois par mois à Bamako. Et beaucoup de gens viennent me dire « Ah, mais j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. » Je dis « Mais c'est pas possible en fait. » Bah, si, c'est possible. Je dis non, c'est pas possible parce que quand on est entrepreneur, il faut savoir communiquer, il faut mettre en place une stratégie, il faut savoir calculer la TVA, les taxes, les charges, manager. Donc non, on ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain, c'est faux. Et pour vous donner un exemple, on a effectivement nos mamans africaines qui font de la nourriture de rue. Et de base, ça, pour moi, c'est les premières formes en fait d'entrepreneuriat, mais n'ont pas réussi en fait à se pérenniser. C'est pas devenu une activité économique, c'est devenu en fait de la survie. Mais pourtant, de base, c'est de l'entrepreneuriat. Exactement. Voilà, donc quand on n'a pas le savoir faire, la technicité, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment se former et la formation, elle est constante. Voilà. Forcément, la RH n'allait pas dire le contraire. Bah, bien sûr. Hein, mais je le dis aussi parce que je recrute pour mes entreprises et les entreprises, elles veulent des personnes compétentes. Et des personnes formées, bien sûr. Exactement. Alors, deuxième question. Petite question pour Danapé. Donc j'ai remarqué sur votre site que les pays dans lesquels la solution elle tourne, ce sont des pays francophones. Est-ce que c'est un choix personnel ou ça a été orienté par rapport aux licences que vous disposez? Dernière question, est-ce que ça vous a pris du temps à avoir une licence et quel type de licence vous avez? Est-ce que c'est une licence e-money? Est-ce que vous pouvez faire au-delà des services est-ce que vous avez des services bancaires ou est-ce que l'API, par exemple, l'API aussi que vous mettez en place, est-ce qu'elle est publique, privée, voilà. C'est tout. Merci. Ok. Très bien. Hein. Merci. Alors, effectivement, ce n'est pas lié à l'agrément, mais à un choix stratégique qui est de partir par étapes. On a commencé au Mali, qui est notre pays d'origine, parce que c'est le pays qu'on maîtrisait. Et ensuite, une fois que ça fonctionne quelque part, de prendre ça et de répliquer ailleurs. Petit à petit, de répliquer. Donc, les pays francophones, parce qu'il n'y a pas la barrière de la langue, non pas pour dire que je ne parle pas anglais, mais c'était quand même plus facile d'aller dans les pays francophones d'abord, avant d'imaginer une expansion vers les pays anglophones. Donc, ça arrive, mais ça demande un peu de financement aussi, et d'être solide sur ses acquis. Ensuite, concernant l'agrément que nous avons, on a fait le choix très rapidement d'aller sur une technologie qui s'appelle la blockchain. Et donc, l'agrément que nous avons, c'est prestataire de services sur actifs numériques. Ça nous a pris 1 an. 5 entretiens avec l'ACPR et l'AMF, avec des gros experts qui te font bien transpirer. Et ça nous a coûté 30 000 euros d'avocat, comme je disais, pour en arriver. Et un an de, pas de déprime, mais de doute, parce qu'on avait déjà quitté nos emplois. Et donc, on a profité aussi de cette période pour faire beaucoup d'études de marché, discuter avec les clients, comprendre les besoins, développer la plateforme en attendant d'avoir cet agrément.
Bonjour à tous, Boubacar Dabo. Je suis informaticien de base et aussi entrepreneur ici. Moi, j'aurais une question. Alors, je suis entrepreneur ici parce que autant on a une information ici, mais il y a un domaine qui m'intéresse particulièrement pour l'Afrique. Mais entreprendre en Afrique est un abstrait, on va dire, pour moi, même si je suis né là-bas, grandi là-bas quasiment. C'est l'agriculture, on va dire. Pour quelqu'un qui souhaiterait, on va dire, commencer à partir de zéro pour l'Afrique, en fait, concernant l'agriculture, qu'est-ce que vous pourrez conseiller par où commencer, on va dire, en quelque sorte? Par exemple, le réflexe qu'on aura, généralement, c'est, comme elle l'a dit, c'est de partir sur front propre. Et généralement, ça prend quand même du temps pour faire un peu d'économie, enfin, pas un peu d'économie, on va dire, pour constituer l'argent. Après, on va avoir la problématique aussi de transférer les fonds. Et généralement, c'est pas forcément suffisant dans la mesure où, si le projet n'a pas vraiment démarré, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc, qu'est-ce que vous pourrez conseiller à... Faut faire des économies. Non, je rigole. Comme je dis, on part pas sur un coup de tête. C'est quelque chose qui se prépare. Voilà, c'est quelque chose qui se prépare vraiment. Après, je pense que le domaine de l'agriculture, c'est aussi un des secteurs dans lequel il faut être. Hein. Moi, je vais prendre le train aussi pour l'agriculture. Parce qu'effectivement, on est menacé d'une crise mondiale aussi. Il y a de la famine en Afrique. Et c'est aussi assurer son autosuffisance alimentaire. Donc, il y a beaucoup de programmes qui sont déjà sur place. Pour l'agriculture, il y a moins de barrières, en fait. Parce que le besoin est déjà là. Après, effectivement, pour avoir des fonds, ça se prépare. Voilà, ne partez pas sur un coup de tête. Soit vous partez sur fonds propres, ou soit vous vous mettez en relation avec des programmes de financement qui sont déjà sur place, mais il faut avoir un peu d'argent. N'est-ce pas, messieurs, dames, les financeurs? Moi, si je peux juste ajouter quelque chose par rapport à sa question rapidement. Moi, je suis un peu contre ce truc de... Parce qu'on est entrepreneur, on peut conseiller tout le monde, surtout. Donc moi, je ne te conseillerais pas sur l'agriculture. Moi, le seul truc que je peux dire, c'est essaie de te rapprocher d'agriculteurs. Va sur place, prends un billet d'avion, tu fais 2 semaines, 3 semaines, tu vas sur le terrain, tu leur demandes comment ils ont commencé. Et avec ce qu'ils te disent, tu te dis, ok, moi là, tout de suite, avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire en fait? Donc peut-être que tu vas commencer à collaborer avec eux et petit à petit tu vas économiser pour faire ton truc. Ça te permet d'être dedans, en même temps de te préparer à te lancer toi. Mais moi, ce que je peux te conseiller en tout cas, c'est d'aller vers les agriculteurs et leur demander concrètement comment ça se passe, quoi. Moi, j'avais une question pour Madame Sarata Traoré. Alors, vous disiez tout à l'heure dans les échanges qu'à un moment donné, vous avez besoin de financement, enfin, de fonds pour évoluer. Et moi, je me disais qu'en tant que prestation RH, donc prestation intellectuelle, à quel niveau de financement on aurait besoin pour faire une levée des fonds, par exemple? Alors, j'ai pas bien compris la question. Donc, je répète. En tant que prestation RH, donc vous avez des contrats, enfin des clients. Et vous dites qu'à un moment donné, on a besoin de financement pour évoluer. Bien sûr. Et donc, moi, je me dis, en tant que prestation intellectuelle, de quel financement on aurait besoin pour aller faire une levée de fonds? Pour développer en fait l'entreprise, parce que comme je dis, je fais du recrutement, je fais de la formation. Après, l'entreprise évolue aussi. Je pense qu'aujourd'hui, ma force, c'est plus ma créativité, mais c'est aussi mon défaut, parce qu'on a tendance à toucher un petit peu à tout. Mais je fais de la formation, du recrutement. Effectivement, là, 1 an plus tard, ma vision des choses a changé. Donc effectivement, j'ai besoin d'accompagnement pour embaucher du monde. Parce qu'effectivement, je vais pas, si je dépense tout ce que je gagne dans l'immédiat, il va rien me rester. Donc je suis dans une logique vraiment d'avoir une grande entreprise, d'embaucher pas mal de personnes et de mettre pas mal de projets aussi en place. Et ça, il faut du financement. Ouais. Et l'expansion vers d'autres pays, tout à fait. Donc la Côte d'Ivoire et le Sénégal prochainement. Voilà.
Oui, alors du coup moi j'ai une question. Tout à l'heure on a parlé la présentatrice elle a dit que vous avez tous été salariés, et moi j'ai remarqué une chose, c'est que dans l'entrepreneuriat en fait on vend beaucoup du rêve aux gens. Ce que j'aimerais savoir, c'est que vous dites concrètement, quand vous dites vous avez tout lâché pour aller au Mali, c'est que vous êtes parti, vous étiez plus salarié, parce que pour citer un exemple, il y a beaucoup de gens qui partent en Afrique, mais ils ont leurs allocations de chômage par exemple, ou ils ont économisé un certain nombre, une somme conséquente. Donc est-ce que vous pouvez vraiment être plus concret sur ça? Vous avez tout lâché pour vous lancer de zéro, ou vous avez quand même activé quelques leviers pour pas partir de zéro, vous avez vraiment une somme conséquente avant de partir? Merci. Moi, je peux répondre si tu veux. Ok. Alors, moi, je vends pas du rêve parce que depuis tout à l'heure, je vous dis que c'est dur. Voilà. Mais je vous dis que ce qui permet de tenir, c'est la vision et croire en ce qu'on fait. Maintenant, effectivement, j'ai été salariée, j'ai fait une rupture conventionnelle. Et après ma rupture conventionnelle, je ne suis pas partie dans l'immédiat parce que c'est quelque chose qui se prépare. Donc oui, au début, effectivement, avant d'aller à Bamako, donc j'ai bénéficié effectivement de l'allocation puisque j'ai fait une rupture conventionnelle. Mais arriver sur place, l'allocation, ça suffit pas en fait. Il faut avoir un fonds d'urgence, surtout si on s'autofinance. Il faut avoir un fonds d'urgence, parce que les imprévus, c'est quasi quotidien en fait. Voilà, moi, je vends pas de rêve. L'Afrique, c'est bien, mais il faut se préparer pour y aller. Il y a énormément d'opportunités. Moi, j'encourage toutes les personnes à y aller, ne serait-ce que faire un voyage dans l'optique de découvrir le secteur dans lequel vous souhaitez vous lancer. Après, effectivement, ce que Mendes disait, se rapprocher d'agriculteurs, c'est bien, mais on peut aussi se faire avoir. Et donc, c'est pour ça qu'à travers notre plateforme digitale de recrutement, on augmente l'indice de confiance, parce qu'on sait que quand on fait appel à des Africains sur place, on peut se faire avoir financièrement. Voilà, donc c'était ma réponse. Merci, bonsoir à tous, merci pour votre présentation. Moi j'avais juste une question, vous me voyez pas, je suis là. Juste une question, moi oui, c'est pour la barrière de la langue. En fait concrètement, parce que moi j'ai fait plusieurs stages en Afrique et j'ai de la chance de comprendre et de parler plusieurs langues africaines. Est-ce qu'il y a une barrière quand on ne parle pas la langue? Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que c'est plus facile? Qu'en pensez-vous? Je vais juste répondre à la demoiselle là-haut. Pour être tout à fait concret avec vous, c'est quelque chose qui se prépare. On ne part pas sur un coup de tête. Effectivement, j'ai négocié une rupture conventionnelle qui m'assurait une prime confortable, un chômage à peu près confortable aussi. Et pour tout vous dire, j'ai attendu que ma femme soit en CDI dans son boulot, qu'on ait 2 revenus complémentaires pour pouvoir le faire. Donc c'est la réalité. Parce que quand on est issu de la diaspora, peut-être pas vous qui êtes nés ici, mais nous avons aussi l'obligation d'envoyer un peu d'argent tous les mois à la famille. Donc il faut prendre tout cela en compte et faire les choses correctement. Oui. Sarata. La langue, c'est important pour s'intégrer, en fait. C'est comme, en fait, quand on vient en France, il faut parler français, en fait. Donc, c'est indispensable. Et ça renforce aussi des liens. Ça peut créer des liens et renforcer aussi les liens. Parce que, par exemple, en Afrique, quand on ne parle pas la langue nationale, on est un peu exclu. Voilà, on ne sait pas ce que les autres disent de nous, pensent de nous. Voilà, donc, concrètement, c'est obligatoire. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à la... Merci. Depuis tout à l'heure, on parle d'entrepreneuriat. Donc, on a vu aussi dans l'atelier précédent que la plupart des gens ne s'étaient pas jetés à l'eau. Et là, si vous pourriez nous donner une action concrète, la première chose à faire pour vraiment mettre le pied dedans, ce serait quoi? Déjà être là ce soir, c'est très très bien, je trouve. Concrètement, il faut y aller. En fait, avant de partir à Bamako, j'ai assisté à pas mal d'événements en fait à Paris où on parlait. Mais personne ne passait à l'action en fait. Donc du coup, je me suis dit faut que je prenne mon destin de main et j'y vais parce que tant que vous y allez pas, vous allez jamais passer le cap. La première chose, c'est d'y aller dans le cadre de vacances, d'un voyage. Voilà, mûrir le projet, vous préparer, sentir que vous tenez quelque chose là-bas, que vous répondez à un besoin et que vous allez apporter une plus-value. Voilà, mais il faut identifier un besoin, prendre la température et analyser aussi votre marché sur place. C'est important.
se mettre un peu un petit coup de pression. Je pense qu'une fois que la partie études, formation et événements est passée, parce qu'on est prêt à se lancer, je pense que pour ceux qui peuvent poser sa DEM, un jour, ça met une pression parce qu'on a une date à la fin et on sait qu'il faut commencer à faire quelque chose. Ou alors, moi, dans mon cas, je fais des formations, annoncer une date de formation dans 1 mois, dans 2 mois, et le dire publiquement, ça met une pression. Parce que du coup, il faut que je délivre dans 1 mois, dans 2 mois. Donc je pense qu'en tant qu'être humain, se mettre des petits coups de pression personnels comme ça aide aussi à passer le pas. Il n'y a pas seulement à rêver et parler de belles choses, mais les faire après. Moi, si je peux te donner une action concrète à faire, après ça dépend de ce que tu veux faire, mais c'est de commencer petit. Donc vraiment, il y a la personne qui a géré un panel juste avant l'a très bien dit, c'est en gros, toi là tout de suite avec ce que tu as financièrement, physiquement, les contacts que tu as, qu'est-ce que tu peux faire en fait et te dire ok, j'ai que ça, je vais commencer avec ça, ça sera peut-être pas parfait, mais en tout cas ça te permet de commencer un truc et après petit à petit de développer quoi. Mais en gros prendre tes réalités et commence avec ça, parce que si tu attends voilà, je sais pas, 100 000 euros, 50 000, 10 000, si tu les as pas, bah tu peux attendre longtemps quoi. Donc commence petit, essaye, peut-être tu vas rater, recommence, enfin commence petit quoi en fait. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, merci à tous les intervenants, merci aux questions-réponses. Nous sommes